Donc on va pouvoir s'intéresser à Sophie. Sophie, à qui effectivement il arrive un certain nombre de malheurs qui vont nous être présentés par des membres du REVA. Alors Sophie, elle a démarré, vous avez vu ce matin l'introduction par Nicolas Durand. Elle a commencé à 8 ans à se faire shampouiner avec le fipronil. Sophie a grandi. Dans l'après-midi, elle a 20 ans maintenant. Et donc, Perrine, que nous avons déjà entendu ce matin, va nous présenter le premier malheur qui arrive à Sophie. Je ne me trompe. Oui, c'est bien ça. Oui. Voilà. Ça y est, ils sont tous là. Juste une précision, ceux qui ont besoin d'un papier signé disant qu'ils étaient bien là, que je ne sais quoi, vous avez l'adresse c'est Journée des Vigilants, ARS Journée des Vigilants, @ars.santé.fr. C'est l'adresse qui vous a envoyé les rappels et autres. Donc vous faites un petit mot en disant j'ai besoin d'une convoque, d'une attestation, d'une je ne sais quoi, si vous avez besoin. Vous n'avez pas l'adresse ? Il faut que je vous la donne exacte alors. Muriel, c'est ARS-PDL. Bon, on va vous la trouver de façon sûre. Non, de toute façon, on vous enverra, qu'est-ce qu'on a dit ? Si, on vous enverra l'exemplaire numérique du livret d'ici la fin du mois quand on aura fait une petite mise à jour, ou une ou deux. Et puis, comme ça, vous aurez l'adresse. Sinon, vous regardez dans votre boîte, mais on vous a déjà envoyé des messages à partir de cette adresse. Perrine, merci. Perrine Pellegrino, notre coordinatrice régionale de matériaux et de réactovigilance, va nous présenter le début du parcours de Sophie. Merci. Alors, c'est les malheurs de Sophie actualisés en 2022. Et oui, on vous précise, c'est comme la petite Sophie de ce matin. Ce sont toutes des. Alors, on a peut-être arrondi l'âge de Sophie pour certains, mais ce sont des histoires réelles. Ça n'a pas été monté de toutes pièces pour vous faire croire que c'est bien des cas véridiques. Voilà. Alors, juste petite précision, moi, dans mes cas, je ne peux pas vous citer les noms des produits. Je suis obligée de les inventer pour une question de respect pour les fabricants. Donc Sophie a 20 ans. Le 10 janvier, elle se présente dans un service des urgences car elle présente de fortes douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et des saignements. Et auprès de l'urgentiste qui l'ausculte, elle lui indique qu'elle a fait 4 tests de grossesse depuis 2 jours et que les 4 tests sont positifs. L'urgentiste, devant le tableau clinique et ce que lui dit Sophie, demande une analyse sanguine des bêta-ACG pour confirmer les résultats des tests de grossesse, qui sont des tests de grossesse qui ont été achetés dans des boutiques non spécialisées, donc pas en officine. Je vous laisse imaginer où ça peut être acheté. Et les résultats sanguins des bêta-ACG est négatif. Et en fait, Sophie, à la fin de l'examen, il s'avère qu'elle n'est pas enceinte et qu'elle souffre en fait d'une gastro-entérite et que les saignements qui l'ont inquiétée s'avèrent être juste le début de son cycle qui débute avec quelques jours de retard. Devant ce tableau, pouvez-vous me dire qu'est-ce qui est mis en cause dans l'erreur de diagnostic primaire et quelle est la vigilance concernée ? Désolée, on est juste après le repas. Je n'ai pas dit, Donc effectivement, vous avez identifié le produit qui est mis en cause, donc c'est le test de grossesse. Et donc, on va faire un signalement parce que ils avaient quoi ces tests de grossesse ? Tout à fait. Et donc, vous signalez auprès de la... super. Donc, effectivement, la vigilance concernée est la réactovigilance. Donc, je rappelle bien que la réactovigilance n'est pas la vigilance dédiée aux réactions allergiques,
mais que c'est la vigilance dédiée aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les tests de grossesse sont des DIV. Donc là, on a bien, je vous ai remis la définition de la réactovigilance, on a bien une défaillance dans les performances du DIV, puisqu'ils ont engendré un faux positif et du coup une erreur de prise de l'anxiété pour Sophie et potentiellement une erreur de diagnostic au départ. Donc voilà, réactovigilance, c'est ce que vous avez dit. Et donc, que signalez-vous ? Quand vous effectuez un signalement de réactovigilance, il y a des informations clés à transmettre dans la mesure du possible. Pourquoi ? Pour qu'on puisse bien savoir de quoi on parle. On a vu que l'univers des dispositifs est très vaste, et si on veut bien cibler les actions correctives ou de prévention à mettre en place, il faut qu'on ait un maximum d'informations dans le signalement. Donc quand vous faites un signalement de réactovigilance, donc via le portail de signalement ou via le formulaire CERFA ad hoc, il faut préciser donc les descriptions précises de l'incident. Alors quand je dis description précise de l'incident, je ne vous demande pas une rédaction de 4 pages avec introduction, développement, conclusion, mais juste quelques lignes. Donc là, test de grossesse, faux positif, on comprend de suite ce qui se passe. Les conséquences cliniques, donc je rappelle ici que la réactovigilance concerne aussi bien les incidents qui surviennent sur les patients que sur les utilisateurs. La date de survenue, donc à minima mois, année, idéalement jour, mois, année, et l'identification du produit. Si possible, nom commercial et ou référence commerciale. Et par contre, je vous demanderai d'éviter les petits noms que vous pouvez donner à vos produits dans les établissements, le test de Tata, le test de Toto ou autre, puisque ça, c'est vos petits noms intimes dans les établissements. Et nous, coordonnateurs régionaux, on n'est pas dans vos établissements et on ne connaît pas les noms, et donc je serai potentiellement amenée à vous recontacter pour avoir le nom exact du dispositif incriminé. Et puis après, il y a des informations complémentaires très utiles. Donc là, si possible, récupérer le numéro de lot. En fonction du type du DIV, nous communiquer aussi le numéro de série. Et puis, comme on a vu ce matin, un dispositif médical de diagnostic in vitro peut être un logiciel de soins, donc de communiquer le numéro de version du logiciel que vous utilisez. Et puis, pour les équipements, éventuellement, les dates de mise en service et les dates de maintenance. Donc ça, c'est des informations utiles dans l'analyse de l'incident. Donc typiquement, dans le cadre de Sophie, pour faire le signalement, ce qu'il faudrait marquer, donc c'est faire un signalement auprès de la NSM et dire 4 tests, avec un S, ça aurait été beaucoup mieux, de grossesse, donc prédire, rendant des résultats faux positifs ont été utilisés par la patiente entre le 8 et 10 janvier, lot non connu, test acheté en magasin non spécialisé, résultat infirmé par un dosage sanguin. Avec toutes ces informations-là, nous pouvons mener à bien, en tant que CRMRV pour la NSM, l'analyse de votre signalement. Le lot, il est non connu. Vous allez me dire quel est l'intérêt de le préciser sur le signalement que le lot, il est non connu. Bah, précisez-le que vous n'avez pas la connaissance de ce lot, parce qu'en fonction du dispositif incriminé, je vous solliciterai pour savoir si c'est une omission de votre part ou pour me confirmer que vous ne connaissez pas le lot. Et le temps de travail est précieux pour tout le monde. Donc, autant de mettre l'information de suite. Là, c'était donc les malheurs de Sophie à 20 ans avec son test de grossesse. Juste quelques exemples de dispositifs pour lesquels vous pouvez rencontrer des incidents et qui font aussi, qui peuvent amener à des déclarations de réactovigilance. Donc, les tubes de prélèvement. Vous pouvez rencontrer, vos équipes soignantes peuvent rencontrer des difficultés à remplir les tubes de prélèvement lors de la prise de sang. C'est un phénomène qui est connu, c'est dû à un défaut de vide qui se fait au niveau du tube. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie de cas de réactovigilance à remonter. Les glucomètres capillaires ou dispositifs d'automesure de l'INR. Alors là, en image, je vous ai mis une photo, un dessin d'un glucomètre, mais les INR, les automesures d'INR, sensiblement la même tête. C'est pareil, vous pouvez avoir des résultats surestimés ou sous-estimés qui peuvent engendrer de très graves complications chez votre patient pris en charge
par une mauvaise thérapie derrière. Les bandelettes urinaires, ce qui remonte souvent, c'est quand on ouvre la boîte de la bandelette urinaire et en fait, elle a déjà toute viré. Ou alors toutes les bandelettes sont collées entre elles, donc ça peut être en lien avec des défauts de conservation ou des défauts de fabrication, mais c'est pas grave, c'est intéressant de le faire remonter. Et puis j'ai pas épilogué sur ça, mais je pense que vous avez tous compris que les autotests Covid-19 étaient des divs, donc tout résultat faux, qu'il soit positif, négatif, des problèmes de casse aussi des tests, sont à remonter en signalement de réactovigilance. Est-ce que vous avez des questions sur Sophie 20 ans ? Merci pour la réactovigilance. Si vous avez les dernières questions sur la réactovigilance, oui. Angélique. C'est qui après ? C'est toi, Cécile ? Il faut déclarer même si le résultat n'est pas grave. Oui. J'entends un tube de prélèvement sanguin. On voit qu'il ne fonctionne pas, mais on en prend un autre. Idéalement, il faut le signaler, puisqu'en fait, en réactovigilance, à la différence de la matériovigilance, il n'y a pas la notion de déclaration obligatoire ou facultative. Toutes les déclarations ont sont à caractère obligatoire, puisque dès lors qu'il y a une défaillance d'un DIV, les conséquences de prise en charge pour le patient peuvent être de suite dramatiques. Donc effectivement, même s'il n'y a pas de conséquences, c'est bien de le remonter. D'accord. C'est vrai que ça paraît bête. On se dit qu'il y aura tout le temps un autre utilisateur qui le fera et on n'a jamais le temps de le faire. Donc on se dit que voilà, forcément, on n'est pas le seul à constater le défaut. Et en même temps, si tout le monde raisonne comme ça, et puis on peut se retrouver avec 10, mais il n'y a plus que ça dans le service. Et puis c'est le samedi soir et on n'a plus que ça. Et voilà. Hein. Donc même si, bien sûr, il faut y passer 10 minutes ou je ne sais pas, hein, pour un tube, ça prend combien de temps ? Allez, à la louche, le temps pour déclarer. Mais voilà, c'est du temps qu'il faut bien que quelqu'un prenne. Quelques minutes précieuses pour de nombreux patients et soignants. Voilà, et personne n'a le temps de le faire, donc il faut bien que ce soit... Oui, encore une autre question, merci. Oui, donc, Perrine, il faut, pour les faux négatifs ou faux positifs, pour les bandelettes ou les DIV, ils ont un taux de spécificité ou de sensibilité. Donc on sait que plus on en fait, plus on risque d'avoir un faux négatif ou faux positif. Ça fait partie du test et de ces études. Et là, est-ce que tu nous dis qu'il faut déclarer tous les faux positifs ou faux négatifs, ou c'est là dans ce cas précisément, c'est par la répétabilité de ce faux résultat qui nous amène à le déclarer? En fait, c'est que tu as beaucoup de connaissances, c'est ton domaine de compétences et au niveau du déclarant, on ne demande pas à pousser le raisonnement aussi loin. C'est pour ça qu'on demande, nous, à avoir, dans la mesure du possible, les références, numéro de lot et autres, pour pouvoir, en fonction des conséquences, aller rechercher les spécifications et mener l'analyse à bien. Mais on ne va pas demander au déclarant de pousser son raisonnement d'analyse aussi précisément, notamment si là, on est sur un... Là, c'est vrai que c'est un établissement de santé qui a fait le soin. Qui a fait le signalement, puisque c'est un cas réel, mais la patiente aurait pu faire d'elle-même le signalement, et on ne peut pas demander à un patient de regarder les spécifications d'un réactif donné. Donc du coup, on prend tous les signalements, et après, nous, dans l'analyse, on pousse les recherches. Oui, c'est vrai que la difficulté, c'est que de toute façon, on sait qu'il y a 1, 2, 3 personnes sur 100 qui vont signaler, et donc ça fausse tout. Donc plus on aura de signalements sur les 100 qui devraient le faire, et plus ça sera représentatif, et ça permettra justement de voir ce qui est du biais ou pas du biais. Non, mais c'est bien de le dire, parce que les gens, ils n'ont pas du tout cette notion. Hein, parce que comme on sait toujours qu'il y a quand même un seuil de spécificité ou de sensibilité, on se dit c'est pas trop grave. Oui, mais le problème, c'est que alors, on peut louper un rappel de l'eau qui peut... voilà. C'est pour ça que l'ANSM, voilà, au niveau de on prend tout.
Ah, tout à fait. Je vous dirai jamais, c'est pas bien, vous déclarez trop. Et c'est vrai que si c'était, on va dire, un réflexe, ça prendrait beaucoup moins de temps. Et si tout le monde, si voilà, c'était une habitude prise, aller sur le portail, clac, remplir le numéro de lot, et ça serait, on a l'impression que chaque personne déclare pour la première fois, et là, ça prend une demi-heure. Mais voilà, si c'était pas la première fois, ça serait beaucoup plus rapide et ça serait automatique. Et là, on aurait, avec des bons taux de signalement, on aurait des bonnes infos représentatives et on pourrait faire la part des choses. Oui.